Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est une entreprise, un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier également Watts, qui est un manufacturier représenté par Lajoie, donc pour les DAR, les PRV et tous les systèmes de mixing de valves. N'hésitez pas à appeler Lajoie pour avoir les spécifications. Et j'aimerais remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super beau cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une de mes amies, Nancy Picard de Éco-Transition. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Nancy, bienvenue au podcast. Bonjour Bruno, Yes. Merci de me recevoir. Ben, tu sais, pour moi, c'était un incontournable. Je sais que tu au début, moi, je me suis fait comme un wish list, puis tu faisais partie de ma wish list parce que, on s'est rencontrés, on va avoir le temps de parler quand est-ce que nos parcours seront présentés, mais tu sais, pour moi, tu es la personne en développement durable qui est impliquée. Puis, tu sais, quand je t'ai écrit, quand je me faisais ma préparation, je dis, t'es déjà, pour moi, t'es une sainte, tu sais, dans la construction, tu sais, tout le temps en développement durable, mais là, on va en parler aujourd'hui, t'es next level, là. Fait que je suis super content de te recevoir, là. C'est une histoire, super belle histoire, belle progression, plus t'es tout le temps à l'avant-garde des c'est quoi le prochain step en développement durable. Fait que je suis super content de t'avoir. Ben, merci beaucoup. Fait que je sais que c'est tout le temps gênant au début, là, mais moi, j'aime ça. J'ai juste envie de dire oui, sauf que you stand on the shoulders of other people. Dans le sens que être à l'avant-garde, c'est pas juste Nancy qui est partie toute seule, puis que non, c'est vraiment des croisements de chemin vraiment intéressants qui ont eu lieu. Un peu d'audace, c'est sûr, mais oui, effectivement, j'ai vraiment hâte qu'on plonge dans le sujet. Exact. Fait que tu as vu un peu le podcast. Fait que je te laisse te présenter, Nancy Picard, Éco-Transition. Fait que je te laisse aller, ton âge, tout ça, d'où tu viens, puis on passe. Oui, donc Nancy Picard, je suis ingénieure de formation et puis après un parcours, en fait, ingénieur alimentaire. Oui, c'est ça. T'es parti dans industriel, alimentaire, procédé. Bien, si on est pour faire une petite histoire, là, déjà, j'ai toujours été attirée par la nature. J'étais une fan de National Geographic, mais avant, c'était même The Kingdom of Nature ou quelque chose comme ça qu'il y avait, en tout cas. Et puis, donc, je voulais aller dans ce domaine-là, de la biologie, mais je voyais pas en application, à part de devenir cinéaste puis d'aller en quelque part pour filmer, tu sais. Puis beaucoup des gens à qui je parlais étaient dans les laboratoires, beaucoup de la microbiologie. Fait que je me suis dit, non, ça recolle pas à ce qui me rejoint. Et puis donc, il commençait le programme de génie alimentaire. Puis je disais, l'alimentation, bien s'alimenter et tout ça, ça me rejoignait un peu plus. Puis j'ai dit, génie, ce que je trouvais sharp, je pense que tu me connais un peu dans le sens que j'aime ça bouger, puis ça, fait que je me voyais pas à 18 ans faire un bac, une maîtrise, un doctorat, voire un postdoc. Pour moi, c'était j'aime apprendre, mais il fallait que je bouge. Puis l'ingénierie, ça m'interpellait pour ça. Fait que génie alimentaire. Sauf que c'était l'industriel beaucoup. Et donc, j'ai fait 8 ans où j'ai travaillé pour SNC-Lavalin en consultant. J'ai travaillé dans des firmes de production alimentaire puis de fabrication d'équipements. Fait qu'au bout de 8 ans, j'ai fait le tour. Et mes valeurs étaient comme à côté. Je passais mes week-ends à faire du camping dans la nature puis à travailler dans les usines. Je me dis, comment je rejoins les deux? Usine, prod à fond, rentabilité, retour sur investissement qui, selon moi, on va avoir le temps d'en parler avec la philosophie du développement durable, mais
qui est à des années-lumière. Tu sais, je pense qu'on peut les combiner, mais à ce moment-là, Ben c'est ça. Je le voyais pas comment amener des transitions dans quelque chose qui était si massivement implanté, effectivement. Puis c'est là que j'avais croisé Martin Roy dans des projets en réfrigération. Puis je l'entends à la radio comme pionnier en bâtiment durable. Et donc, oui. Je vais appeler Martin. Et puis, à ce moment-là, je pensais même retourner aux études. Je dis, bon, en environnement de quoi? Et puis, comme j'étais en efficacité de production, beaucoup, à la fin, en jasant avec Martin, l'efficacité de fonctionnement d'un bâtiment en démarrage, bâtiment qu'on a, et donc la mise en service qui est beaucoup, mais on peut la faire évidemment tout le temps, mais rattachée à la certification LEED des bâtiments. Alors, c'est comme ça que la première transition a eu lieu, d'aller vers la mise en service. Et puis, à partir de là, de découvrir, j'étais souvent dans des nouvelles usines de production alimentaire, fait qu'il y avait des startups, c'était familier, mais là, au lieu de focusser sur le procédé en dedans, c'était le bâtiment. Et puis, à force de poser des questions, dans le temps, on fonctionnait avec, ça c'était 2007, des fax. Fait que Martin, il drop un gros binder sur mon bureau, puis dire, ça c'est le reste de la certification, je pense que ça va te plaire. Fait que là, j'ai commencé à feuilleter, mais effectivement, là, c'était toutes les parties prenantes. Donc, les ingénieurs, les architectes, architectes en aménagement paysager, tout le monde autour du bâtiment. Comment eux, ils peuvent contribuer à faire des bâtiments plus verts, on parlera du durable tantôt. Donc, avec des impacts néfastes moins grands. Et puis, là, wow, absolument. Fait que j'ai vraiment mordu là-dedans. Et puis là, j'avais ce fameux match de mes valeurs, mon temps passé au travail toute la semaine, super. Et puis c'est en 2012 que j'ai entendu Bill Reed à une conférence. Donc lui, c'est un des cofondateurs du US Green Building Council, un des cofondateurs de la certification LEED. Fait que lui, dans les années 90, il réfléchissait à tout ça. Il n'y a rien qui existait, puis ils ont mis en place à quelques-uns une structure pour faire des bâtiments verts. Et en gros, il donne sa conférence sur le design et développement régénératif. Donc, éco-transition, où est-ce que je suis rendue, moi? En 2018, mais ça, c'était en 2012. Et qui dit à ce moment-là, j'étais tombée en bas de ma chaise, il dit, les programmes de certification de bâtiments durables tels qu'ils sont faits en ce moment, c'est juste mourir plus lentement. Oh, attends, là. Attends un peu, là. Il explique que, finalement, parce que avec les sources que tu m'as données, j'ai été voir un peu. Moi, ça m'a traumatisé, tu sais, de dire, on va faire des bâtiments LEED, mais en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est rien parce que, oui, ça fait c'est juste retarder. Non, mais ça retarde le processus vers lequel on s'en va parce que c'est pas adapté au niveau, le fameux durable. Fait que durable, ça veut dire que dans le temps, ça va percer. Ça va continuer à poursuivre son évolution, mais que ça va être durable. T'sais. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça, c'est traumatisant. Tu sais, on était toute une gang d'intéressés dans la salle. Puis, une des premières questions qu'il a dit, déjà, il était un peu familier avec la traduction. En anglais, on dit sustainable, c'est soutenir. Ouais. Alors qu'on dit durable. C'est comme une coche en dessous déjà. Mais il dit, mais j'aimerais savoir, c'est quoi pour vous le développement durable? Bill Reed qui te pose la question, t'as pas envie de lever la main puis de... Tu veux pas être trop challengé, là. Sauf que tout ce qu'il voulait, c'est qu'on se pose la question. C'était comme un truc accepté en société que ça va être mieux que... Mais c'est quoi vraiment qui est durable? Quand tu œuvres à faire du développement durable, c'est que tu œuvres à ce que quoi soit durable. Puis, tu sais, de ne pas avoir une réponse alors que ça faisait 5 ans que je faisais du développement durable. Puis de me reposer la question puis de dire, c'est-tu le bâtiment que je veux qu'il soit là 100 ou 150 ans? C'est-tu ça être durable? Non, c'est pas ça être durable. C'est quoi être durable? Attends, et donc, à la fin, ultimement, c'est la vie qu'on veut qu'il puisse
j'aime le mot en anglais thrive, excusez-moi les anglicismes, non. mais Il va en avoir toute le podcast. Mais tu sais, de vraiment comment la vie peut être sous toutes ses formes et s'épanouir en parallèle de nos développements humains. Si on réussit ce match-là, là, il y a de quoi être... là, je peux parler de développement durable, mais si je fais un bâtiment qui minimise son impact néfaste sur les écosystèmes vivants, j'ai-tu le droit de parler de développement durable? Ben, je trouvais que j'avais plus le droit d'en parler. Ouais, donc, c'est ça. Moi aussi, ça m'a traumatisé, cette expérience-là, de dire, OK, on ne veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis de la sémantique, sauf que... et donc, maintenant, c'est ça, c'est des différentes vitesses de dire rejoindre les gens. Il ne faut pas un vocabulaire non plus trop comme le fameux régénératif. C'est pas juste pour faire. Ça, on va en parler. À nouveau, c'est pour pouvoir amener ces nuances de dire aux gens, c'est dans l'approche même de voir. Puis, dans le fond, le développement durable, un des grands penseurs de l'approche systémique des années 70, Fritjof Capra, il parle encore de développement durable. C'est juste aussi la façon qu'on la prend puis on part avec. Là. En ce moment, on prend une checklist d'épicerie puis on coche les gaz. Ça marche pas, ça. Mais si on se pose cette question, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit durable, on peut s'en tenir à un vocabulaire de développement durable, sauf qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et donc, écoute, tu aimes parler d'entrepreneuriat. Ben, s'il y a une personne qui ne se voyait pas entrepreneur, c'est la personne en face de toi. Là. C'est pour moi, c'était pas dans les cartes pantoute. C'était jamais été un rêve de dire je veux avoir mon entreprise, je veux être à mon compte, mais tellement pas. Il y a tellement... Moi, j'aime participer à la roue, être avec du monde, puis faire bouger. Moi, t'es une fille d'équipe, là. Mais, rendu là, c'était de dire, quand j'essayais de parler de ce que Bill Reed avait partagé, on disait, mais tu sais, si tout le mouvement est comme ça, puis toi, tu veux aller à contre-courant, comment on travaille ensemble, comment on fait ça? Puis, grosso modo, c'était de dire, j'en ai aucune idée, mais il faut que je le fasse. Il faut le faire, là. C'est ça. Fait que je vais pas emmener du monde avec moi, je sais pas, j'aime le mot en anglais, ils disent « trailblazing », mais ça, c'est trop glorieux, là. C'est plus du bushwhacking. Ouais, donc, de dire, on va aller prendre d'autres sentiers, explorer, voir comment on peut le faire. Puis, à la fin, c'est le fameux aussi changement de paradigme. On l'entend, il faut changer de paradigme. OK, fine, ça veut dire quoi? C'est quoi exactement? Donc, pour moi, c'est là que c'est quand même, ça s'est pas fait du jour au lendemain. 2012, j'entends ça, ça vibre, ça résonne, mais c'est juste en 2018 que j'ai vraiment... le courage puis la conviction de dire OK, worst case, ça marche pas, mais il faut que j'essaye. Mais t'avais-tu tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Professeur. Les deux? Oui, primaire, université. Oh my God, OK. Yeah. Puis, c'est évidemment, professeur, t'avais-tu des entrepreneurs dans ton giron? C'est des beaucerons, mes parents. Donc, c'est d'entrepreneurs dans l'âme. Et puis, donc oui, beaucoup, je dirais, mon père a toujours eu ce côté, la débrouillardise. Je me rappelle, ne serait-ce qu'autour de ses projets de recherche avec ses étudiants de maîtrise, doctorat, là, on ne pourra pas faire ça, ça va coûter trop cher, mais trouve des moyens, make it happen. Donc, ça, c'était très, très, très présent et je pense que ça a beaucoup inspiré s'il y en a effectivement dans ma famille. Donc, j'ai ma sœur plus vieille, mon frère. Et puis, mon frère, lui, franchement, si tu regardes une personne, tu dis, OK, il est entrepreneur dans l'âme. Il fait quoi, ton toujours frère? Été. Aujourd'hui, après un cheminement encore plus que... donc, il est l'actionnaire principal de Café William. OK. Une torréfaction qui est à Sherbrooke. Mais pour te dire, lui, il était beaucoup dans le trading, à la bourse. Il habite au New Jersey. Et, attends un petit peu. Il habite au New Jersey, mais il y a une business. Il a toujours investi dans des entreprises au Québec. Il y avait aussi dans une fromagerie et tout ça. Fait qu'il faisait beaucoup son entrepreneuriat, resté au Québec, malgré qu'il est aux États-Unis depuis 20 ans. Wow! Ouais. Hey, c'est... Puis pour te dire, pendant la COVID, puis moi qui parle tout le temps de
ce côté développement durable. Il y avait des ralentissements. Et donc, en regardant un peu le big picture du café, à se dire, ben, tu sais, il poussait dans le sud. Puis d'ailleurs, ceux qui connaissent Café William, ben, c'est du fair trade à la base. Ils ont embarqué l'organique. Ils ont été à mettre sur pied des coops et tout ça. Mais reste que c'est dans le sud. Puis on boit le café dans le nord. Puis on parle de l'empreinte carbone 360. Ben, on n'en parle pas tant parce qu'on parle beaucoup des camions puis des véhicules qu'on prend puis qu'on voit, mais tout ce qui est transport maritime, c'est un autre paire de manches qui est... Et donc, c'est le même impact là, pour moi. Là. Oui, sauf que, disons que l'état, les types de fuel qu'ils utilisent puis l'état des flottes, ça va pas bien. Mais comment on peut avoir tant de choses à la Chine qui coûtent si peu cher quand ils arrivent ici? Il y a la force, il n'y a rien qui coûte rien là, dans tout ça. Non, c'est... Mais bref, à la fin, moi, en ce moment, oui, je travaille pour... ils ont une nouvelle usine parce qu'ils ont tellement grandi. Ils sont rentrés dans plusieurs places aux États-Unis, puis des Costco à travers le Canada, plusieurs épiceries. Donc, nouvelle usine qui sera certifiée LEED, on travaille là-dessus. Sauf qu'en parallèle, ils ont acheté puis maintenant 2 voiliers. Ils ont converti la cale pour faire transporter leurs grains du sud vers le nord, qui va être monté avec une batterie, avec un rudder qui va recharger la batterie quand tu n'as pas de vent. Et avec tout ce qui se passe en ce moment dans les ports, ils vont aller plus vite parce que les ports, ils jamment et eux, avec leurs voiliers, sont plus petits, ils vont pouvoir aller à des ports plus petits. Donc, non seulement ça partait avec une idée de « je veux bien faire les choses », il y a plein de compagnies, Patagonia, Interface, tout ça. Tu dis, OK, nous, il faut bien faire les choses. Mais là, en ce moment, ils sont en train... Il va y avoir plein de retombées bénéfiques qui n'étaient même pas sur le radar au début. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, il y a dans l'entrepreneuriat d'aller dans des... sortir de sa zone de confort. Fait que j'ai eu un bon exemple. Un très bon exemple avec mon frère. Puis ça, c'est un exemple que je donne, mais il y en a tellement comme ça que oui. Donc, près de chez moi, je peux pas dire que je manquais d'inspiration. Puis ta sœur, elle fait quoi de son côté? Elle travaille, elle est dans le coin de Gatineau. Et puis, elle travaille au niveau fédéral. Elle s'est retrouvée, elle est partie de la biologie, s'est retrouvée au côté administratif. Et puis, ben, c'est ça, oui, non, c'est... C'est fou pareil, hein? Quand tu regardes ça, tu sais, vous avez trois types de carrières différents, mais, tu sais, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Tu sais, quand il y a des valeurs ancrées, des valeurs familiales, tu sais, ton frère qui est dans le trade, là, qui est money, qui est profitabilité, les transactions, toi qui étais dans le côté industriel qui est prod, efficacité, ta sœur qui est complètement dans l'autre champ. Puis quand tu regardes ça, tu sais, les valeurs, là, on en revient toujours à ça. Tu sais, de ton côté, tu es parti de l'alimentaire, hein, on en revient dans le développement durable. Ton frère qui est parti du trade, qui en revient dans production de café, encore relié à chacun domaine. Gestion d'entreprise, mais fait tout pour faire le développement durable. Vous êtes une famille de saints. Pour de vrai, quand tu regardes ça, mais il y a tellement de monde parce que ça aurait été facile pour n'importe qui de prendre une... mettons, ton frère prendre... la route là, du café là, est établie depuis des centaines et des centaines d'années. Cette route-là est établie, est faite, est rodée. On sait tout sur comment que ça va se passer. Et pourtant, ton frère fait non, on va faire le voilier. De ton côté, la trail du développement durable, mettons, il y a eu une grosse partie qui a été faite. Puis, tantôt, tu dis à contre-courant. Moi, je le vois différemment. Mettons, le développement durable s'en va là. Toi, tu veux juste... On le ramène, mais tu veux continuer à évoluer dans les mêmes thinking, mais peut-être prendre un autre angle. Oui, puis il faut continuer à faire tout ce qu'on fait à fond, avec le sentiment d'urgence qu'on a là, mais il ne faut pas refermer les œillères là-dessus, puis dire, on a plein de plaintes sur la planche, OK, on prend ça, puis on... Non, c'est le contraire. Il faut toujours garder c'est Dwight Eisenhower qui disait, « If you can't solve a problem, enlarge it. »
Quand quelque chose est compliqué puis tu sais pas comment, ben là, élargis le champ. Et donc, c'est ça comme là, je regarde en ce moment, moi, si j'ai une inquiète, ben attends, ça, je vais y revenir. Je veux dire, moi, avec ce que tu viens de dire par rapport à la famille, puis moi, ce qui me motive puis me donne de l'espoir, c'est de voir comment, justement, des gens qui, même dans une même famille, mais qui, avec des visions, puis qui partent dans des chemins différents, mais qui va, quand on se pose bien les questions, puis qu'on se donne l'espace pour y réfléchir, il va y avoir ces points de mise en commun de valeurs. Que ce soit une famille, que ce soit un groupe de travail, une compagnie, tu sais. Et puis, énormément du travail de l'approche régénérative. Ben, ça, c'est, je dirais, quasiment l'essence de ça, de dire, j'ai rien en commun avec toi, non, on pense pas pantoute pareil, tout ça. Ah, mais curieusement, quand on commence à enlever un peu des couches, puis à regarder un peu, mais toi, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Ah, tiens, moi aussi, c'est ça qui me motive à faire ça, mais on prend des chemins différents. Ah, c'est intéressant. Puis là, on peut commencer à vraiment ramer dans le même sens ensemble. Fait que c'est ça que, honnêtement, moi, avant, je voyais pas ça. Puis maintenant, je le vois. Puis s'il y a une raison d'avoir de l'espoir, puis d'être motivé, puis de dire non, je suis pas la personne pour être une entrepreneur, puis mais ça me donne la motivation à un point tel que, écoute, je retrousse mes manches, puis j'y vais, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de l'essayer à ta façon, tu sais. Puis, tu sais, quand on s'est rencontrés, moi, quand je suis arrivé chez Martin Roy, tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était... Tu sais, je voyais, j'étais du milieu alimentaire, je venais de chez Molson, puis, tu sais, c'était tout le temps, c'est plus simple, on scrape, on recommence. Puis là, j'étais comme, hey, non, y a-tu moyen de juste changer un peu la philosophie? Puis, tu sais, je voyais, puis encore aujourd'hui, à côté de la maison, ils scrapent une maison, refont un carré, là, de fondation, pareil. Non, mais tu sais, 34, là, moi, je suis là. Hey, il n'y a pas quelqu'un... Tu sais, je comprends peut-être le dessus, là, le bois est pourri, il y a des infiltrations. Parfait, on peut-tu démolir que ça? Garder, tu sais, partir de qu'est-ce qu'on peut garder. Puis moi, quand je fais, j'ai mon parc immobilier, puis moi, tout le monde, 100%, là, tout le monde qui me dit, mais là, la terre commence. Je fais, c'est sûr, c'est pas ça qui va arriver. C'est certain, oubliez ça. Ça, c'est sûr. Puis là, il fait, hey, t'es cheap. Je dis, non, attends un peu, là. Ça, là, si je la mets à terre, là, oui, first, je vais sauver dans le temps. Là. Hey, t'as aucune idée. Oui. T'as aucune idée. Tout le monde, là, on va tout sauver. Mais, c'est quoi mon impact? Puis c'est pas moi. Je suis désolé, mais c'est pas moi. Ben, c'est là-dessus que, là, je vais lancer des fleurs vers le côté, l'approche carbone. Parce que dans les outils qui ont commencé à vraiment prendre du terrain, de se dire, dans l'exemple que tu viens de donner, tout jeté à terre, tout ça, OK, mais le béton qui va arriver, qu'on va couler, qu'on a facilement accès, tout ça, tout comme on va à l'épicerie, on a facilement accès à toute la bouffe qu'on veut, vient de d'où? Ça revient aussi aux mêmes questions qu'on se posait, c'est quoi tes valeurs, mais tu sais, mais là, de façon tangible et concrète et mesurable, comme les gens aiment ça. C'est pour ça que le carbone aussi est tellement... est accessible, parce qu'il y a ce côté tangible. Donc, de dire... OK, il est parti de quel endroit pour voyager, puis il a pris combien d'eau, puis combien de camions, puis combien de ça pour arriver là. Puis quand il va avoir fini sa fin de vie, qu'est-ce qui va y arriver? Ensuite, même chose pour les isolants, même chose pour les matériaux, même chose pour tout ce qui arrive là. Et donc, de faire un portrait d'empreinte carbone de construction en regardant tout l'impact d'extraction, de transformation, de distribution, de construction, on espère dire bientôt de déconstruction et de réutilisation, de recycler, qui aura plus de site d'enfouissement, mais on n'est pas là. Donc, quand on regarde ça, c'est là qu'on peut prendre... C'est un peu comme l'univers, il est grand, mais tu sais, quand tu mets ne serait-ce que les planètes une à côté de l'autre avec leur taille à côté du Soleil, là, tu commences à comprendre. Donc, l'analyse de cycle de vie, elle permet de dire, OK, fait quand tu dis, c'est quoi mon impact? Mais là, ça permet d'avoir un visuel, un tangible pour dire, oh, ouais.
Et c'est là que, pour moi, donc ça, c'est le premier, comment avoir l'attention, puis vraiment faire atterrir quelque chose. Par contre, le problème, c'est après, il ne faut pas partir en tunnel vision. Vraiment, c'est ça. C'est ça, parce qu'après, c'est de dire, si on reste dans la construction, ben le bois, il est magnifique et c'est tellement un beau matériau. Puis, tu sais, qui n'aime pas, de toute façon, des boiseries? Et ensuite, il y a tellement de qualité. Donc, quand on le regarde dans le matériau de structure, quand on le regarde. Et donc, tout ça fait qu'en ce moment, on l'entend de plus en plus. Hey, dans notre construction, des barques du béton, des barques glacées rentrent le bois. Ça va réduire notre empreinte carbone. OK. Si on se retourne aussi puis qu'on regarde, je ne sais pas si tu as vu le UN avec... ils ont fait les 9 limites planétaires. Il y en a une que c'est le changement climatique. Ah oui? Il y en a 8 autres. Fait que si on regarde juste la COP15 à Montréal il n'y a pas longtemps, fait que, admettons qu'on regarde la biodiversité. Ben, c'est quoi les sons de cloche, là? Ben, les sons de cloche, c'est que ça se porte pas bien. Gros mammifères, petits mammifères, oiseaux, insectes. Non, ça va pas du tout. Et puis, j'écoutais des petits documentaires délicieux là, qui sont faits, même des capsules pour dire... On dit que la foresterie... Puis, je veux pas partir dans un... Mais la foresterie, il y a eu beaucoup... Un peu comme nous, dans le bâtiment, on est parti d'avoir acheté un code pour que les humains soient en santé, que le bâtiment ne s'écroule pas sur nous, qu'on ne respire pas de l'air vissé, etc. Mais là, en foresterie, on est parti de couper tout, à dire, OK, on va avoir des pratiques. Mais il y a quelqu'un qui démontrait par rapport au caribou que quand on fait nos corridors, puis qu'on fait attention, là, on fait une foresterie, pratique forestière. Une coupe sélective. Sélective. Ça crée quand même des corridors qui font en sorte que des prédateurs comme des loups, des coyotes, se déplacent beaucoup plus facilement, rattrapent beaucoup plus facilement leur proie. Et donc, même ça, qu'on se dit, ben là c'est correct, notre forêt, on reste... Non. Mais c'est juste pour dire, OK, donc là, si on se dit, ma solution pour côté carbone, réduction carbone, construction, on a 40 30 J'étais à une conférence la semaine passée qui disait pour des places comme New York, c'est 70 OK, il faut réduire l'empreinte carbone. Mais si je m'en vais de bord puis je fais un scale-up pour l'industrie forestière, ça veut dire quoi pour mes 8 autres limites planétaires qui sont déjà toutes exacerbées? Je vais juste empirer. Si je vais être champion en changement climatique, mais je vais tout exacerber le reste, on n'aura rien gagné. Il faut voir le big picture, là. Ouais. Puis ça, c'est... C'est tough. Bien, c'est tough parce que, premièrement, il y a beaucoup de... Ça s'améliore énormément, là, mais... Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai joint l'équipe de Martin Roy, là, le lead, c'était rendu un trademark commercial. Ah, il faut être lead. Puis là, moi, je questionnais tout le temps, tu sais, puis Martin, tu sais, au début, je comprenais pas toute sa philosophie, tu sais, il se fâchait des fois, puis là, j'étais comme, hey, Martin, c'est déjà bon, puis là, lui, il voyait déjà, non, attends un peu, cette personne-là fait pas ça pour les bonnes raisons, il fait ça parce qu'il veut le trademark qui va lui permettre d'avoir ça sur son bâtiment. C'est la checklist. Oui, mais c'est ça. C'est aussi aujourd'hui comme le fameux ESG. Ça peut être super de dire on prend conscience de nos impacts en gouvernance, en environnement, en société. Déjà, quand on les met en silo comme ça, puis quand l'idée, c'est de venir remplir des bonnes actions, donc cocher des cases, on peut passer à côté. Tout comme ça peut être une excellente façon d'avoir cette prise de conscience. Mais comme je dis déjà, le simple fait de les avoir, souvent on voit les cercles imbriqués, ultimement, si tu débarques l'environnement, t'en as pas de gouvernance, t'en as pas de société, t'en as pas d'économie. Donc, ça peut pas être mis à égalité avec les autres. C'est-à-dire, on va considérer si... Donc, en approche systémique, design régénératif, tu vas avoir donc... Tu pars de l'environnement. Quand va bien, se porte bien, va te donner l'eau, l'air, la terre, le sol,
pour pouvoir cultiver, pour que tes sociétés se développent. Ah, OK, les sociétés. Hein. Puis quand les sociétés peuvent se développer de façon... j'ai encore le mot « thriving » dans la tête, mais que justement, il arrive à se trouver une dynamique, un équilibre avec tout ça. Ah, ben là, on peut troquer, on peut avoir des économies qui permettent d'avoir des dynamiques encore plus intéressantes. Mais quand tu prends ces trois-là puis tu les mets côte à côte, tu as perdu l'interrelation essentielle qui permet tout ça. Là, tu essaies de les regarder comme existants, toutes les trois, pareillement, séparément, ça marche pas. Et donc, il faut tout le temps les ramener. Puis ça, c'est une des choses, à chaque fois qu'on va travailler en approche systémique, mais là, j'ai vraiment sauté de... Non, je te l'ai dit. On va partir sur des affaires, on va jaser. Puis Fait que le côté imbriqué comme ça, il appelle... Bon, ça, c'est une des choses aussi, je travaille à la traduction, tout ça. Fait que ça... Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup le volet... anglophone, qui est comme la langue pas mal de communication principale. Parce que moi, tu sais, c'était spécial parce que quand moi j'ai touché aux premières normes lead, uniquement en anglais, puis là, j'étais comme... il faut faire traduire ça, puis là, je pense même que tu as été impliqué un petit peu. Là, je me souviens, les vendredis midi, bon, OK, j'ai 2 normes, pouvez-vous la relire? Je me souviens plus là, des chapitres, là, puis là, il était comme, pouvez-vous la relire? Puis là, j'étais comme, OK, il commence, mais des fois, on faisait un projet, puis là, c'était comme, ça, on en a. Tu l'as-tu en français? Ah, ouais, on a comme la moitié en français, mais elle est non officielle. C'est ça, c'est aussi, comme je disais au départ, hein, c'est sur les épaules de tellement de personnes, puis tellement de bénévolat pour, entre autres, ne serait-ce que le maillon de la traduction. Il n'est pas évident. J'ai eu la chance d'aller à l'école anglaise quand j'étais petite. Donc, facilité en anglais. Et ça fait en sorte que, moi, la première, quand je regardais les versions françaises, faites avec les meilleures intentions dans les conditions que c'était, mais je me disais, c'était pas sharp. OK, on n'est pas exactement... Il y avait une petite nuance qui n'avait pas été accrochée dans le français, fait que là, moi-même, je me rabattais sur la version anglophone. Ensuite, des chiffres Excel, toutes sortes de trucs, ils vont mettre à jour que, celui-là en anglais, il y a tellement de gens qui s'en servent que lui, il est fiable, mais celui-là en français, il accrochait tout le temps. Fait que oui, il y a eu toutes ces frustrations. Ils continuent de l'avoir parce qu'ensuite... ils sont allés vers l'espagnol. Parce que le français, c'est pas la deuxième langue. On est sans... Je pense on est... Il y a l'espagnol qui va être là avant. Il y a beaucoup de langues qui viennent avant le français. Si tu regardes au niveau de la population. Oui. Tu as fait aussi... Tu as été faire un échange à Montpellier. Oui. Ça, c'est... en fait que c'est ça, j'ai fait mon primaire en anglais, secondaire en français, cégep en anglais, université en français. Et puis, j'ai... Une autre chose de moi, c'est que j'ai toujours été attirée. Je regardais les encyclopédies quand j'étais petite. Fait que pour moi, voyager, aller voir ailleurs... C'est sûr que... day-to-day. Mais en tout cas, c'était dans ma tête. Fait que pour te dire, au cégep, j'étais la seule avec une autre fille qu'on était en sciences pures, mais on prenait les cours d'espagnol. Les 4 sessions espagnoles. Puis à la fin, on devait partir ensemble au Guatemala. Elle n'a pas pu. Empêchement dernière minute. C'était déchirant. Je suis partie tout seule. Et donc, à 18 ans, au Guatemala, mais ça fait en sorte que je ne suis pas super timide. Comme tu... Donc, je suis allée jaser ça avec les Guatémaltèques. Et donc, tout de suite après les cours, de faire l'immersion, pour moi, ça avait... déjà, ça a débloqué mon espagnol. Puis, c'était tellement cool de découvrir une place avec les locaux. Si j'avais été avec ma copine du Québec, ça n'aurait pas été le même. Ça aurait été différent. Et donc, ça a été un concours de circonstances qui a fait « wow ». Je savais que ça me tentait, je voulais voyager, mais j'ai vraiment fait « wow ». Et donc, arrivé à l'université,
check les programmes d'échange. Puis j'étais comme, Et puis, c'est sûr qu'il y avait la possibilité d'aller aux États-Unis, sachant qu'eux autres, c'est tellement cher à aller à leur université, mais là, en programme d'échange, tu payes pas. Parce que, Exact. Je me disais, mais... Ouais, tu payes au Québec, mais ben, c'est ça. t'as la qualité de... Sauf que, tu sais, on est tellement quand même proche de cette culture américaine qu'on connaît, qu'on voit à travers notre TV. Tout ça que pour moi, j'étais comme, OK, après l'expérience du Guatemala, l'Europe, puis de me dire, c'est quand même pas rien l'université, là, on a quand même beaucoup à apprendre, fait que d'aller dans une autre langue, pour autant j'étais à l'aise en espagnol, j'étais là, on a une année d'échange en espagnol, je le sentais pas encore, je disais, attends. Fait que c'est comme ça que j'ai atterri en France, à Montpellier, parce qu'il y avait un programme là-bas. Ça démarrait au Québec, le génie alimentaire. Ça faisait 50 ans qu'ils faisaient ça. Eux autres, il y avait génie de l'eau. Ouais. Tu avais du civil, fait que génie de l'eau, génie alimentaire. Et donc, c'est comme ça que je suis allée faire 1 an d'échange là-bas. Mais tu sais, le génie de l'eau, tu sais, quand tu regardes à ça, ici, génie de l'eau, là, le monde, c'est comme, l'eau, ouvre le robinet. À la limite, mettons... prends-toi un verre d'eau. On n'a pas des aqueducs romains qui traversent notre... On n'est pas... Tu sais, on n'est pas conscient de la valeur de l'eau. Les gens, quand tu vas en Europe, tu as une prise de conscience totale de l'eau, là. Après, j'ai dit ça, hein, puis c'est vrai que tu vas à Machu Picchu, puis on a de l'ingénierie de l'eau, là, oui. C'est impressionnant. Fait que on en a ici aussi. Exact, non, mais on en a, mais... Au Québec, on a cette valeur-là. Puis hier, je lisais un reportage que là, tu sais, la prochaine industrie massive qui va frapper le monde entier, là, le pétrole est comme un peu en diminution et tout ça, avec l'électrification des transports. Puis là, ils disent le prochain, c'est vraiment l'eau. Ouais, mais ça me fait peur de le mettre comme ça. C'est-à-dire de le mettre comme ça, comme on le met sur le carbone, puis ensuite c'est l'eau. Mais c'est vraiment cette reconnexion, ces questionnements de reprise de conscience à dire, tu sais, quand tu achètes un terrain, déjà tu as le droit d'acheter un terrain. Puis là, tu as des réglementations municipales pour ce que tu as le droit de faire là. Puis, tu sais, tu prends ça comme tout le monde. On prend ça pour du cash, on part avec ça, on fait ça. Puis, on essaie de faire mieux là-dedans. Mais déjà, de se dire que ce terrain-là, imagine, ça à la base, on était tenu de faire en sorte qu'il y ait minimalement 20 espèces côté faune, puis 20 espèces côté flore, qui bénéficient du lieu que tu viens d'acheter, au même titre qu'ils sont là puis qu'ils doivent y rester autant que toi. Fait que déjà, d'avoir une expansion. Et c'est ça par rapport à, si on revient à l'eau, de voir l'eau comme ce qui donne la vie et que nous, on baigne dedans au Québec, effectivement. On est peut-être trop chanceux, mais d'avoir le respect qu'on devrait avoir. Puis de se demander, tu sais, moi, c'est drôle parce que chez nous, tu sais, quand dans la cave, on a le déshumidificateur. Fait que là, je pars en bas avec mon petit bac plein, puis là, je monte, puis j'arrose mes plantes, puis tu sais. Ah oui? Mais c'est toutes des choses comme ça que on a tellement le geste du robinet, comme tu dis. Bien, c'était facile. Tu sais, mes enfants, ils me l'ont fait remarquer, c'est un réflexe que j'ai. Tu sais, quand, mettons, il arrive, fini on descend la table, il reste de l'eau dans les verres. Je mets des plantes. Ouais. Ou je fais couler de l'eau chaude, puis là, je vais rajouter le reste des... Puis là, tu sais, mes enfants étaient comme... Tu sais, t'as le droit de le mettre aux égouts. Puis là, je comprends, là, mais 30 minutes plus tard, je vais remplir un gobelet, puis je vais aller mettre des plantes. Ou, tu sais, je vais à l'extérieur, puis je le mets sur la pelouse. Puis là, mais tu sais, mon voisin, l'autre fois, il me dit... Tu fais Tu fais quoi? Ça donne pas grand-chose, tu sais. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est au moins que là, ça sert. Ouais. Je pense, tu sais, c'est sûr, comme on disait pour le carbone, l'analyse de cycle de vie de l'eau, de dire, cette eau-là, elle a plein de produits qui rentrent dedans pour la rendre potable, avec toute une infrastructure qui coûte super cher à garder en place pour se rendre à toi, pour que tu puisses flusher tes toilettes avec. Et la boire et faire tout ce que tu fais, pour ensuite que toutes ces choses-là se retournent
à la même place pour un autre gros cycle de traitement et pour ensuite rentrer dans un cours d'eau de telle sorte à ce que le point de contact entre cette eau-là qu'on renvoie puis le cours d'eau, ben ça n'en sera pas un qui va venir aider à la viabilité parce qu'on va avoir différence de température, on va avoir aussi des choses qui n'auront pas réussi à enlever de cette eau-là qui vont être bon. Fait que il y a beaucoup, effectivement, à repenser, à revoir. Puis ne serait-ce que les quantités d'eau qu'on utilise dans notre quotidien, on a le data pour se comparer avec plein d'autres pays industrialisés, même pas, là. T'sais. Puis ça devrait être suffisant pour... Quand tu passes du simple au double, c'est pas normal, mais bon, il va falloir, je pense, beaucoup d'outils pour faire la prise de conscience. Mais après aussi, bon, oui, on va avoir tout ce qui va réduire la consommation, des meilleurs systèmes, les infrastructures vertes pour le traitement des eaux. Tellement fascinant, ça. Si j'ai un dada en ce moment, j'adore tout ce qui peut être fait, puis la force de ça. Mais c'est comme si de revenir, ça fait bizarre à dire, mais... C'est de revenir aux sources. Là. Une révérence, un respect de... Bien, on prenait des trucs pour acquis. Tu sais, on voyait, on se disait, c'est de l'acquis. Tu sais, tantôt, on a parlé de l'eau, là, la conscience de l'eau. Moi, j'ai des fabricants, des manufacturiers qui viennent du Danemark. Puis là, ici, on a au Québec un marché de la microbrasserie. Ben, je dirais en Amérique du Nord, on a un marché de la microbrasserie assez incroyable. Puis c'est un fabricant-là qui s'appelle Blue Curry. Excusez, je plug mes brands. Là. Mais eux autres, ils me disent, tu sais, Bruno, ce que vous vivez au Québec, là, pour le nettoyage, parce que, tu sais, ils me disaient, l'industrie de la bière, ça prend énormément d'eau. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, chez Molson, j'avais travaillé sur la fringue, puis c'était environ 15 litres d'eau pour produire 1 litre de bière, tu sais. Puis là, il me dit, oh, non, mais il dit, ça c'est bon, mais tu comprends que on peut prendre, mettons, 2 litres d'eau, parce qu'il y a de l'évaporation, puis, tu sais, mettons, 2 litres d'eau pour produire 1 litre de bière, ça, mais tu sais, le reste, ça sert au nettoyage. Puis là, j'étais comme... nettoyage, j'ai dit, oui, tout ça, on prend ça, on envoie aux égouts. Puis là, c'est de l'eau qu'on a traitée, qu'on pitch. Il dit, imagine qu'on ferait des systèmes... La recirculation. En fait, c'est des systèmes, il dit, tu sais, le nettoyage de la levure qui va sur le plancher ou dans le drain, il faut nettoyer. Mm-hmm. Mais si la levure ou les produits ne collent pas, ou si la façon qu'on fait la shape du drain, au lieu de prendre 10 litres d'eau, t'en prends 1 pour les nettoyer. Là, je suis comme... C'est logique, ça. C'est vraiment très logique. Mais il dit, imagine, chaque personne qui fait une microbrasserie au Québec pense à combien ça coûte le drain, mais il n'évalue pas combien ça coûte l'eau qui pitche dedans. C'est ça, parce que toutes les ressources naturelles sont gratuites. Si tu les as sur ton terrain, sur ton territoire, ben, t'es chanceux, tu les as, prends-les. Fait que on part, notre business case part là-dessus. Fait que c'est sûr qu'après, quand on, justement, commençait avec les certifications de bâtiments durables, c'est de dire, ouais, mais c'est quoi le business case? Puis c'était le fun parce qu'en énergie, on avait un rapide payback. Par contre, dans l'eau, dans les matériaux, dans l'enveloppe, puis même là, il y en a, c'est ça, valuing nature. Donc, de vraiment donner cette valeur, de dire combien ça coûte quand on arrive aux extrêmes qu'on arrive là en ce moment, de tout refaire, tout repenser. Fait que est-ce que, comme c'est la force des êtres humains sur cette planète, de planifier, prévoir plus longtemps en avance que, supposons, toutes les autres espèces vivantes, il faudrait peut-être qu'on s'y mette à servir de cette super capacité qu'on a. Parce qu'on le voit venir, on voit justement tous ces problèmes de dire, oh, on peut pas continuer comme on fait sur tous les endroits où est-ce qu'on a pris pour acquis, qu'on a pris la nature comme une ressource pour faire ce qu'on voulait faire. Puis qu'elle avait
pas de valeur autre qu'une fois qu'on l'a transformé puis que nous autres, on l'amène en quelque part. Mais là, j'ai eu un beau projet récemment, justement, en parlant de récupération d'eau de pluie. J'ai le projet du Royal Mount qui va avoir, qui construise un gigantesque site avec tout. Et là, moi, j'avais semé une idée, là, 3 ans, 4 ans de... Mais là, vous comprenez que vous allez construire beaucoup de surface qui absorbera pas l'eau. On va y aller de même, elle ne retournera pas au sol. Ça va être du béton, du parking, des bâtiments. Il faut dire qu'il y avait ça avant aussi, là, oui, là-bas. Là. oui. Avant, c'était pas parfait, là, c'était des industries, mais je dis... Puis toute cette eau-là, vous allez la capter. Faut que tu la captes. Puis il faut que tu la contrôles. Mettez-vous des bassins, puis on va pitcher cette eau-là dans... Tu la captes déjà, prends ça, envoie ça dans les toilettes. Puis là, tu vas, ouais, mais ça va me prendre 2 systèmes. Parfait, on est là. Mais tu sais, au lieu d'avoir un système qui est, mettons, pour se laver les mains, mais même là, tu sais, tant que c'est inscrit que c'est pas de l'eau potable, de l'eau de pluie pour se laver les mains, aux dernières nouvelles, il n'y a rien de nocif là-dedans. Tu sais, dans les fontaines, parfait, mais vous allez juste avoir une ligne d'eau pour les fontaines ou pour le traitement de la nourriture. Puis là, je voyais les gens réfléchir. Puis je me souviens, c'est Dominique Gilbert qui m'avait dit « C'est pas fou, man. C'est pas fou. J'aime ça. » Puis là, je dis « L'autre affaire, c'est de l'eau recyclée. » Fait que c'est de l'eau qui coûte rien. Vous faites juste la prendre, vous la repompez. Puis on la repitche dans les bonnes affaires. Puis là, j'aime ça. Puis là, hier, j'ai reçu un super beau design des ingénieurs avec un consultant en récupération d'eau de pluie. Puis là, ils font « Hey, ouais, on a ce nouveau projet-là. » Puis là, j'ai juste fait celle-là, exactement celle-là qu'on a pensé. Puis là, ils font « Ouais, c'est ça. T'as eu ça de qui? » Ben, ça, c'est... On est une équipe. On a fait ça. Il fait « Wow! OK. Cool. » Fait que je suis content, tu sais, de voir que des entreprises aussi importante. Carbonléo, c'est quand même... il y a Pomerleau qui est en arrière de ça. Il y a beaucoup d'ingénieurs impliqués qui ont cette conscience-là parce qu'eux autres, ils en développent des sites. Oui, puis ça, c'est justement la quantité de développement et de bien y penser qu'est-ce qu'on fait où. Mais c'est drôle parce que une des raisons principales pour laquelle la conférence, j'étais la semaine passée, c'est le Living Building Future. Puis la raison pour laquelle je suis allée, c'est que dans le titre qu'ils avaient, c'était Advocacy and Belonging. Donc, toute la partie de advocacy, en français, c'est d'aller vers, justement, tout ce qui est réglementation en place. Puis, j'ai le mot militer en tête, mais tu sais, de vraiment militer pour amener des changements, parce que s'il y en a un, justement, qui serait simple à mettre en place à bien des égards, mais qui bloque presque systématiquement, c'est l'eau. Par rapport à tout ce qu'on a en place, puis qu'on voudrait faire plus de rétention d'eau sur le terrain, pas envoyer ça à l'égout municipal, puis que tout à l'heure, ça déborde, puis ça allait se mélanger, puis comment? Si je suis capable de garder sur le terrain, mais à la fin, il y a certaines réglementations qui vont dire, dans des cas où j'ai de l'averture sur le terrain, là, je veux que tu te connectes quand même aux égouts municipaux. Fait que, tu sais, juste ça, là, puis on n'est même pas en consommation d'eau pour des humains, puis la santé. On est vraiment juste... Donc, moi, je suis allée là-bas, ma première raison, c'est de dire, OK, le parcours que je t'ai dit à date, ingénieur, pas entrepreneur dans l'âme, vraiment, mais de comprendre que, OK, l'histoire, c'est pas de faire un projet flagship tout le monde va dire, ah, c'est faisable, on peut y arriver. Il y en a plein de ça. Il y en a de plus en plus de ça, avec des business cases épatants. Donc, c'est de dire, OK, comment on l'amène, ce gros changement-là, pour que après on puisse, de façon plus fluide, avancer dans la direction. Donc, comment on arrive pour pas faire du piecemeal, tu sais, un à la fois, aller voir, tu sais, comment on peut approcher au niveau provincial, fédéral, municipal, ces sujets-là.
je suis loin, en dehors de ma zone de confort, ne serait-ce que de parler. C'est pas ce dans quoi je baigne, mais c'est ça qu'on va avoir besoin de faire aussi à un gros niveau, parce que c'est ça, l'idée, c'est il faut la prise de conscience dont on parle depuis tout le temps, depuis le début, ça, c'est nécessaire. C'est cette motivation vraiment ancrée là, qui va dire « Ouais, non, on y va, on le fait ». Mais après, on y va, on le fait, là. Si tu te fais constamment mettre des bâtons dans les roues, ça va devenir essoufflant. Puis ne serait-ce que les super beaux projets que j'ai accompagnés dans les dernières années, arrive la COVID, bienvenue les bâtons dans les roues. Fait que plein de choses qui tombaient parce que les chantiers puis les coûts. Donc, tout ça pour dire que ça, c'en est un autre axe que j'ai pas les réponses, mais c'est sûr que le niveau de... tu disais, on est une équipe, puis moi, j'adore my net worth is my network. Fait que ma valeur nette à moi, là, ben, est directement rattachée à mon network, puis tous ces partenaires, tous ces gens. Puis c'est ça qu'on a tellement besoin en ce moment pour arriver à montrer des business cases, des études de personnes capables de démontrer que pour faire changer de façon intelligente et, j'aimerais dire, holistique, là, tu sais, vraiment pas à la pièce, beaucoup de réglementation et de façon de faire pour nous aider à aller là où on veut aller. Tu sais, j'ai réfléchi beaucoup, quand je rencontre des invités pour le podcast, souvent, j'ai mes petites façons de me préparer, puis une de mes façons, c'est faire la méditation sur comment qu'on fait pour faire évoluer. Peu importe, j'ai eu des gens dans le milieu du courtage, des constructeurs, des plombiers, je réfléchis. Puis, c'est rare que j'arrive avec des solutions concrètes, mais je réfléchissais à comment faire changer la population, tu sais. Puis, je pense qu'il faut partir à la base de ça. Je crois que dans le curriculum d'un ingénieur, puis là, je vais me restreindre aux ingénieurs vu qu'on va parler de construction, mais dans le parcours, tu sais, pour moi, tout le monde, tu sais, mettons au début, là, OK, au début de l'accréditation LEED et tout ça, où ce que on est encore un peu une mise en place de structure, tu sais, mettons 2002 jusqu'à 2012, là, tu sais, genre de mise en place, de structurer, puis prendre aussi l'évolution de la construction à encadrer tout ça. Parfait, on établit ça, puis là, tu sais, on fait des nouvelles versions, puis le monde change, puis tout va changer vite. Mais là, je me suis dit, la meilleure façon de changer quelque chose, c'est si c'est ancré. T'sais. Puis là, je me disais, si chaque étudiant, chaque ingénieur qui sort de l'université a suivi. Fait que là, c'est pas genre quand tu sors, si ça te tente après ton parcours, puis où est-ce que tu te situes tu prendras l'accréditation. Non, tout le monde est accrédité LEED parce qu'ils ont tous suivi ça et fait l'examen. Imagine que ce soit construction, électricité, peu importe le génie de l'eau, génie alimentaire, tout le monde à travers le Québec ou l'Amérique du Nord, t'es ingénieur, t'as suivi l'accréditation LEED. Imagine l'impact, parce que là, c'est ancré. Fait que les nouvelles techniques là, qu'on montre aux gens, tu sais, 100% du design. Mais ça, c'est sûr que prendre cet investissement-là, que le temps que l'ingénieur fasse ses 4 ans, prenne l'expérience pour être en charge d'un projet, on va voir l'impact 10 puis 15 ans plus tard. Mais ce coup-là, il faut y aller. Puis j'en parlais avec la présidente de l'Ordre. T'sais. Sophie, elle me disait, ça fait partie intégrante de nos 3 grands objectifs au courant des prochaines années. Puis là, moi, j'avais dit à Sophie off-mic, mais c'est simple. 100% des gens, pour avoir ton diplôme, il faut que tu sois accrédité LEED.
Tu sais, je dis, on vient de pogner le développement durable, step up. Sais-tu quoi? Moi, je le craquerais d'un cran. non, mais j'étais sûr. En plus, j'ai dit, je vais amener ça. Hier soir, je pensais à ça. Puis là, je dis, je vais y amener ça pour faire. Non. Pas là. Non, mais ce que j'adore, puis ce que tu as dit, là, écoute, c'est si tu arrives avec des solutions arrêtées, tu n'as pas assez posé de questions de toute façon. Fait que déjà ça, puis d'ouvrir l'espace à ce questionnement-là, c'est tellement intrinsèque à l'approche régénérative. Ceci dit, dernièrement, je voyais justement par là l'approche systémique. Exemple facile, pense à comment, 2 fois dans ta vie, que tu as eu ou vu ou entendu un enfant te donner une réponse débordante de gros bon sens, tellement sharp, puis tellement pas sur ton radar que tu n'avais pas vu venir. Donc, on l'a tous, cette capacité de ne pas réfléchir sur des rails préétablis. T'sais. On embarque sur les rails en cours d'éducation. Donc, sachant qu'on a, tu demandes à des jeunes encore en maternelle, première année, qui ici est un artiste créatif, tout le monde peut lever la main, tu sais. Demande ça à une gang d'ingénieurs qui irradient. Et là, c'est d'une tristesse, là. C'est gris. Puis c'est pas... Je suis sûre que plus jeune, il faisait sûrement partie d'une gang qui aurait levé la main, tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est magnifique parce que le côté de cette réfléchir de façon à se poser ces questions-là, ouais, mais pourquoi, moi, mais comment? Un peu comme tu dis, j'ai pas les réponses, mais ça m'agace, fait que je vais creuser ça, puis on va essayer, tu sais, puis je vais pas essayer, moi, toute seule, moi, Nancy, toute seule, je vais arriver à rien, fait que d'échanger, de vraiment aller vers des gens, puis d'avoir ces networks-là de coopération, d'intelligence collective. Donc, il y a un groupe aux États-Unis, j'oublie leur nom, ils sont géniaux parce que, ils se sont rencontrés, tombés en amour, c'est un couple d'or, et puis ils ont leur lab ils amènent l'approche systémique sur la place. Ils font le même atelier avec des preschool, l'école primaire que de secondaire, que des étudiants d'université, que des compagnies. Même atelier. Fait que, tu sais, ça va... et puis, ils sont effectivement... ils disent, c'est facile avec les enfants. Ils ont une ouverture de dire, ah oui... Alors que nous, on va être à se dire, attends, non, pour un projet, il faut ça, on rentre ça comment? C'est pas un add-on. Il faut qu'on remette, comme on disait, la façon qu'on fait avec l'eau, on viendra pas... Il faut revenir à la source, à la base, puis dire, OK, comment on veut développer, comment on veut se structurer. Puis une fois qu'on a ça, une fois qu'on a dit, oui, ça serait une structure qui apparaît pas mal plus... holistique et saine que ce qu'on avait. Bien là, prenons-les, toutes nos super méthodes pratiques et tout ça, de mise en place d'un projet complexe qu'on va vraiment pouvoir à plusieurs opérer avec un BIM, avec tout ce qu'on va avoir. Donc ça, si on arrive vers la construction, ça serait de dire, avant même le processus de conception intégrée, déjà là, prenons pour acquis qu'on a tout le monde autour de la table pour réfléchir à dire, OK, on a un programme fonctionnel électrique, on veut faire ça, puis on va faire un processus de conception intégré ensemble avant de se lancer. Avant de faire ça, supposons qu'on avait un processus d'implantation intégré. Que la première chose, notre premier maître d'œuvre serait un architecte en aménagement paysager. Au lieu de penser à toi, ce que tu veux faire avec toi. Hey. C'est le lieu où ce qu'on va être, là, qu'est-ce qui va faire que ce lieu-là, il va bénéficier qu'on vienne là puis qu'on fasse ce qu'on fait, là. Je le sais, puis c'est fou. C'est fou qu'on pense pas à ça. Je sais.
Là, c'est rare que je coupe comme ça, là, mais là, je viens de voir le temps. On a passé déjà. Excuse-moi, là, mais on va revenir sur cette idée-là parce que j'aurais pu... Je viens de voir, puis là, si je repasse, c'est une demi-heure. Là, on parle là-dessus. Fait que, Nancy, on va se faire une petite pause d'un côté. On va finir la première partie de l'entrevue, mais c'est sûr qu'on va poursuivre. On en repart directement sur cette idée-là au début de la deuxième partie. Oui, non, mais c'est sûr. Je vais juste remercier ma gang. Merci beaucoup, Nick, Fred, Pierre, pour de me laisser faire cette très belle job-là. Je peux même pas croire que c'est du travail. J'aimerais remercier aussi l'équipe de marketing de La Joie. Anto, Mylène, Diane, merci de mettre le podcast en place. C'est grâce à vous qui est connu et qui fonctionne. Moi, je fais juste jaser ce que j'adore faire, by the way. Merci, Nicole, pour support Studio SF. Merci beaucoup, Nancy, pour cette première partie de l'entrevue. Je savais qu'on allait partir, qu'on n'aurait pas eu assez. Puis, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Nancy Picard de Éco-Transition. Sur ce, bonne semaine.